et bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel, moi, ma passion, c'est d'aider les jeunes à rejoindre leur plein potentiel. Puis, dans Ta carrière, ton histoire, on invite toutes sortes de personnes qui nous parlent de leurs expertises, leur monde de travail. Puis, aujourd'hui, on a un invité spécial, Joël Laure, qui va nous parler de technologie, d'intelligence artificielle. Puis, moi, je vais être très curieux par rapport à comment on peut outiller des jeunes pour réussir dans son domaine. Restez avec nous pour l'entrevue avec Joël Laure. On revient tout de suite. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel, ici avec Joël Laure. Joël, bienvenue à l'émission. Merci. Ça me fait plaisir que tu sois là parce que quand j'ai vu ton profil, puis j'ai vu tes projets par rapport à la technologie, j'ai vu le fait que tu enseignes, j'ai dit, Joël, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous donner des conseils sur comment on peut préparer les jeunes pour toutes les opportunités qui existent en technologie. Est-ce que j'avais raison? Ben, j'espère. Oui, c'est bon. OK, c'est bon. Pas pour mettre trop de pression, mais peux-tu commencer par nous dire qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi les défis, les problèmes ou les opportunités sur lesquelles tu travailles? Ouais. Ben, moi, je fais toutes sortes de choses. OK. Mon titre, ça par quoi je passe, je me présente, c'est directeur technique. Ça veut dire que je travaille beaucoup avec l'équipe technique, avec une équipe de programmeurs, et puis on développe toutes sortes de logiciels ensemble. OK. Donc, on va vraiment faire toutes sortes de choses, des applications mobiles, comme ça, sur le téléphone, des sites web, toutes sortes d'applications. OK. Donc, une grosse partie de mon rôle, mes responsabilités, c'est d'aider ces gens-là, soit d'un point de vue technique de temps en temps, ou de les aider aussi dans leur cheminement de carrière, puis de les aider un petit peu à avancer. On a beaucoup d'interactions ensemble, trouver des projets qui leur conviennent bien, qui aiment bien faire. Donc, beaucoup de développement. Dans ta description, moi, j'entends le mot leadership, tu sais, directeur d'équipe, j'entends le morceau programmation. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu plus programmation? On pense qu'on sait c'est quoi la programmation. Moi, j'imagine quelqu'un à l'ordinateur qui fait du coding. Est-ce que c'est ça? Puis ça a l'air de quoi? Ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. Souvent, notre équipe, c'est une gang de personnes qui sont assis en avant de leur ordinateur puis ils tapent une bonne partie de la journée. Oui. C'est certain que c'est une partie du travail. Mais il y a aussi beaucoup d'autres responsabilités dans cet emploi-là ou dans ce métier-là. OK. Il y a des gens qui vont rencontrer les clients. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme client, c'est quoi leur application, pourquoi ils veulent avoir cette application-là, de travailler sur cet aspect-là. Donc, il y a beaucoup d'interactions directement avec les clients, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Puis, il y en a d'autres qui préfèrent un petit peu moins. Donc, ils aiment ça passer la journée devant leur ordinateur. Regarder, c'est des défis souvent. C'est comment réussir à optimiser quelque chose tout en gardant en tête la performance, puis s'assurer que l'ordinateur ne roule pas lentement. Donc, il y a beaucoup de défis puis d'apprentissage qui sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Il faut être capable de surmonter ces défis-là. Absolument. Moi, je m'imagine des gens qui regardent l'émission en ce moment, peut-être qui ont des enfants qui sont en 6e, 7e, 8e année, ils ne savent pas c'est quoi encore de programmer. C'est quoi l'intro à programmer pour ces jeunes-là? Comment est-ce que, soit ils apprennent à comprendre c'est quoi ou comment est-ce qu'ils font l'expérience eux-mêmes de c'est quoi? Il existe de plus en plus de plateformes qui sont disponibles sur le web. En faisant une recherche Google pour apprendre à coder sans code, en fait, ça retombe beaucoup de résultats. Google même avait travaillé sur un logiciel qui, avec des pièces de casse-tête, montre un peu le cheminement ou comment un logiciel fonctionne. OK. Puis juste en mettant des morceaux de casse-tête ensemble, ça apprend un peu la logique derrière la programmation. Comment on fait pour programmer quelque chose? Comment on fait pour programmer un petit robot pour qu'il bouge et qu'il s'en aille à son objectif? OK. Donc, on peut trouver ces ressources-là en ligne. Absolument. Mais Joël, j'aurais dû te demander une autre question. Oui. Au lieu de comment on peut apprendre à programmer, j'aurais dû te demander pourquoi. Parce que moi, dans mon expérience, quand on parle aux parents, aux enseignants, aux élèves, on dirait qu'il faut programmer parce que c'est le futur, c'est de comprendre comment les machines fonctionnent. Il y a tellement un besoin. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Pourrais-tu me vendre là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller explorer ce domaine-là? C'est important d'apprendre à coder. Pour tout le monde, je pense. Pas seulement les gens qui veulent en faire une carrière, mais un peu pour tout le monde. D'apprendre à comprendre comment un ordinateur, lui, réfléchit. Évidemment, il ne réfléchit pas de la même façon qu'un humain. En fait, il ne réfléchit pas du tout. Il fait simplement ce qu'on lui dit. Oui. Mais de comprendre comment cet ordinateur-là procède les instructions une après l'autre, puis comment ça fonctionne, lui, dans sa tête. Ça l'aide beaucoup après ça, lorsqu'on veut essayer de faire quelque chose avec notre ordinateur, puis on se dit, voyons, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? De comprendre un petit peu cette logique-là, souvent, ça l'aide à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. OK. Ça l'aide à comprendre la logique des ordinateurs. Là, donne-moi
des grands bénéfices pour la personne en termes de sa carrière ou son futur? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait s'investir au-delà de ça, juste mieux comprendre comment un ordinateur fonctionne? Parce que moi, je vais te dire tout de suite, je ne suis pas très intéressé à savoir comment ma voiture fonctionne. Il faudrait qu'il y ait vraiment un but derrière ça. Donc, ce serait quoi le but dans cette analogie-là pour la programmation? Un peu de la même façon que ta voiture, même si ça ne t'intéresse pas vraiment, je suis très honnête. Quand ça fait coq-longue, coq-longue, c'est ça, c'est savoir pourquoi. C'est frustrant. Puis on veut être capable de le réparer. Puis des fois, là, on va au garage, ça prend du temps, ça coûte très cher, alors qu'il fallait juste donner un petit coup de pied à la bonne place, puis ça fonctionne. OK. Donc, de le savoir, ça peut aider aussi. Tu as raison, tu as raison, je suis d'accord. Ouais. Oui. Puis au-delà de ça, je pense que ça mène à certaines carrières ou du travail intéressant. Certainement. Il y a beaucoup de carrières disponibles dans le domaine de la technologie. Puis c'est extrêmement varié parce qu'on peut développer des logiciels pour n'importe quoi. Il y a des logiciels qui sont des choses qu'on utilise à tous les jours, comme Facebook. C'est des grosses équipes qui sont derrière ça. On ne le réalise pas, mais c'est énorme. Un logiciel comme Facebook, par exemple, que tout le monde utilise. Il y a d'autres applications auxquelles on pense un peu moins des fois, mais qui y a un peu partout maintenant. Notre auto, justement, des gros logiciels à l'intérieur qui fonctionnent, qui font en sorte que tout est géré, qu'on peut détecter l'air dans les pneus, puis on peut faire toutes sortes de choses. Donc, il y a des logiciels partout. OK. Donc, c'est vraiment Moi, un métier. ça m'intéresse parce que là, on parle de logiciels qui sont en dessous ou connectés avec plusieurs choses qu'on voit. Puis, moi, je te l'ai déjà dit, je vois le monde du travail comme des problèmes, des défis, des opportunités. J'ai l'impression que le pouvoir de pouvoir créer un logiciel peut aider à contribuer à tous ces défis-là. Puis, ça serait ça vraiment... peut-être une des façons qu'on pourrait vendre l'idée de programmer à des jeunes. Je ne sais pas si tu es d'accord. Absolument aussi. Il y a beaucoup de choses où ce qu'on peut faire du logiciel qui est, disons, utile. Des choses auxquelles on ne voit pas tous les jours non plus, mais les hôpitaux ont augmenté leur efficacité beaucoup grâce aux logiciels qui sont à l'intérieur des hôpitaux. Le fait que les dossiers peuvent être partagés, par exemple, entre les différentes pharmacies, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Beaucoup de logiciels aussi sont développés pour aider, plus dans les pays du tiers-monde, pour aider à développer toutes sortes d'initiatives qui sont là. Par exemple, pour aider à apporter de l'électricité à différentes places. Donc, le logiciel est extrêmement important dans le développement. Là. Je peux te demander, c'est quoi l'âge minimum pour faire la programmation? C'est quoi l'âge maximum? Quand est-ce qu'on apprend à faire la programmation? Moi, personnellement, j'ai commencé, j'avais environ 10 ans. Mon père avait apporté mon premier ordinateur. Puis, mais à l'époque, on n'avait pas Internet. Il n'y avait pas grand-chose à faire à part apprendre à programmer avec un ordinateur. Donc, évidemment, c'était peut-être plus facile. Il n'y a pas d'âge minimum, vraiment. À partir du moment où on peut écrire, il n'y a pas vraiment d'âge minimum. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut commencer à apprendre sans nécessairement écrire du code, comme je parlais un petit peu des interfaces sans code. Ouais. En termes d'âge maximum, il n'y en a pas non plus. Je connais des gens qui sont à la retraite, qui continuent d'en faire, qui s'amusent avec des projets à la maison ou des idées de start-up qui ont des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde et qui peut être vraiment le fun pour tout le monde. Moi, j'aimerais ça creuser dans ce sujet-là parce que là, je veux savoir comment est-ce que tu conseillerais les jeunes de s'outiller. Je sais que quand tu enseignes, tu dois leur donner des idées pour comment ils peuvent se préparer, comment ils peuvent apprendre. Puis, ton point de vue là-dessus, ça va être intéressant de voir parce qu'il y a plusieurs gens à la maison qui se disent « OK, bien là, ça me tente. Ça me tente de les voir. Qu'est-ce que je dois faire? » On fait ça après la pause. Donc, on revient dans quelques instants, puis je vais lancer ces questions-là. Ça te va? Parfait. Tout de suite. On vous voit tout de suite après la pause. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Jean-Philippe Michel avec Joël Laure. Joël, on parle de technologie. Puis tu as aidé à me faire comprendre pourquoi on devrait encourager les jeunes d'aller faire de la programmation. Peux-tu nous dire quels conseils tu aurais pour les préparer à commencer une carrière ou une exploration en programmation? Un conseil que je donnerais, c'est... peu importe ce que vous voulez faire, en fait, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous intéresse, puis quelque chose que vous aimez. Puis ça devient vraiment facile après ça de commencer à explorer, de commencer à jouer un petit peu. Puis on se sent moins coupable lorsque ça ne va pas bien, puis on essaie de forcer un petit peu plus parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis c'est moins de travail, c'est moins pénible de réussir à faire quelque chose. J'aime cette idée-là. Est-ce qu'il y a une façon de faire pour développer une passion en programmation? Est-ce que
tu vois des fois des gens qui s'essayent, puis ça ne marche pas, puis il n'y avait pas la bonne mentalité pour approcher leur apprentissage. Je ne sais pas si tu peux nous donner des idées là-dessus. En programmation, c'est un monde qui est extrêmement ouvert aussi. C'est une chose qui moi, j'adore. Les gens sont très approchables la plupart du temps. Ah oui, hein? À partir du moment où vous commencez, vous essayez quelque chose, vous avez lu quelque chose sur Internet, ça ne marche pas exactement comme c'est supposé, comme c'est écrit dans le blog ou un tutoriel que vous essayez. Juste envoyer un courriel à la personne qui l'a écrit. Puis les gens sont super excités quand ils reçoivent un courriel par rapport à quelque chose qu'ils écrivent. Parce que ça veut dire que quelqu'un l'a lu. Parce qu'eux autres aussi, c'est des gens qui sont passionnés, parce qu'ils partagent leur passion, puis ils veulent que des gens l'essayent. D'envoyer un courriel, la plupart du temps, les gens vont se faire un plaisir de répondre, puis d'aider, puis de dépanner. Puis ça fait un réseau, puis ça fait des gens qu'on commence à connaître, puis qui est possible de rencontrer, puis d'interagir avec. Puis après ça, lorsqu'il y a des questions, puis ça va comme ça. Fait que c'est une chose qui est facile à faire. Souvent, on est gêné. On veut pas dire, le gars, il écrit plein de choses, je veux pas avoir de l'air niaiseux. Mais c'est le contraire. Les gens adorent ça puis aiment ça partager. C'est le fun parce que c'est très aligné avec un conseil qu'on partage de ta carrière, ton histoire. C'est d'aller directement parler à des experts comme toi dans toutes sortes de domaines puis de voir est-ce que je peux vous rencontrer pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou est-ce que je peux vous poser 3 questions pour m'aider à comprendre le domaine ou comment je dois me préparer. Puis, on dirait ce que tu dis, c'est que c'est très encouragé dans ton domaine, mais plus que d'autres domaines. J'ai l'impression que c'est plus une communauté que peut-être à d'autres places. Puis souvent, ça manque cet élément-là de communauté dans certains milieux de travail ou de domaines. Donc, c'est fun de savoir que ça existe en programmation. Oui, absolument. Il y a beaucoup des logiciels qui sont écrits. Si vous lisez un petit peu sur la programmation, on parle beaucoup d'open source, de logiciels libres, des logiciels que des gens ont écrits, qui ont partagé sur Internet. Puis tout le monde, après ça, peut le regarder puis dire « Ah, moi, j'aime ça, mais j'aimerais mieux que ça fasse telle petite chose de plus. » Il va juste ajouter quelques lignes de code, le partager avec tout le monde. Quelqu'un d'autre va embarquer, rajouter aussi. Puis presque tout Internet est bâti sur cette mentalité-là, cette coopération-là de gens qui travaillent ensemble. C'est toute une communauté de développeurs, vraiment. Fait que c'est pas nécessairement les compagnies qui encouragent ça ou qui payent pour ça. Ce sont des programmeurs qui partagent leur code entre eux autres. Donc, il y a toute une communauté d'échange puis de coopération. Puis, souvent, quand on est au secondaire, on pense, après le secondaire, on va aller faire des études dans un programme, dans un collège ou une université. Puis moi, je me demande si c'est comme ça que ça marche en programmation, si on apprend soit à l'école, à l'extérieur de l'école ou les deux. Peux-tu m'informer là-dessus, le processus? On l'apprend un peu partout, vraiment. Comme je disais tantôt, ça passe beaucoup par de la passion. C'est d'essayer puis de vouloir faire quelque chose. Moi, par exemple, j'étudiais en médias quand j'ai commencé mon cégep. Okay. C'est quelque chose que j'aimais plus ou moins. Puis j'ai décidé de changer de branche, puis je suis allé en informatique. J'ai fait un DEC quand même, mais c'est quelque chose que j'avais déjà commencé, que je faisais un petit peu par moi-même. Mais c'est quelque chose que je savais que j'aimais. J'ai travaillé un petit peu là-dedans. J'aimais plus ou moins ça. Fait, je suis retourné à l'école. J'ai fait un bac, mais j'ai fait un bac en physique, donc en sciences. Et puis, lorsque j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que je peux utiliser toutes mes connaissances en programmation pour faire mes choses en physique. Ça, c'est un lien que tu ne tendais pas à avoir, puis que moi, comme les gens à la maison se disent, attends une seconde, physique puis informatique. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la connexion? Nous, à ce moment-là, ce que je faisais, en fait, j'avais commencé à travailler avec un des professeurs à l'université, puis on faisait des simulations en astrophysique. Simulation astrophysique? Oui. OK, wow! Donc, l'astrophysique, on ne peut pas vraiment faire une expérience puis l'essayer dans un laboratoire. Ça prend des millions d'années avant d'arriver, puis de vérifier si notre théorie est valide ou non. OK. Fait que pour faire ça, on utilise un logiciel qui, lui, simule tout ce qui devrait arriver dans 1 million d'années, mais seulement en quelques secondes, en quelques minutes. Ouais. Donc, ça permet de visualiser puis d'essayer des expériences, en fait, avec quelque chose qui est comme une étoile ou qui prendrait normalement des millions d'années. Intéressant. Peux-tu me dire, à 10 ans, qu'est-ce que tu as fait avec l'ordinateur que ton père t'a acheté? C'était quoi exactement que tu as appris à programmer? C'était un jeu, puis je m'en souviens très bien, puis c'était pas si le fun que ça. C'était un petit robot ou un petit vaisseau spatial qui bougeait, puis il y avait juste une espèce de labyrinthe. Si on regarderait ça aujourd'hui, ce serait presque gênant de le montrer. Ah oui? Mais à l'époque, parce que c'était très fier, simple. Mais ça te demandait de programmer pour faire bouger? Oui. Ah, OK. Oui, donc je bougeais le petit vaisseau, puis là, il y avait des murs qui se déplaçaient. C'est quoi le sentiment que tu as eu en faisant ça? Ça a dû avoir un impact si ça t'a mené ici? Absolument. Oui? Lorsqu'on écrit nos premiers logiciels, c'est quelque chose qui est toujours super excitant. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut l'essayer, il faut le faire. Ouais. Puis je le dis souvent, j'en parle des fois à des gens, à d'autres programmeurs, puis j'essaie d'expliquer à des non-programmeurs, si on veut, puis c'est très dur à comprendre.
Je fais de mon mieux, moi, je fais de mon mieux. Mais la première fois qu'on fait apparaître quelque chose à l'écran, Ouais. puis le premier cours en informatique que tout le monde fait, on l'appelle le Hello World, puis c'est juste d'écrire à l'écran Hello World, puis ça prend quelques lignes de code pour le faire. Ouais. Mais le sentiment de réussir à contrôler cette machine-là, puis de lui faire faire C'est ça. ce qu'on veut qu'elle fasse, J'ai fait quelque chose. c'est vraiment le fun. Wow. C'est vraiment, vraiment le fun. Merci d'avoir partagé ce sentiment-là. Quand on vient après la pause, moi, je veux savoir, maintenant que tu as tout cet outil-là en programmation, c'est quoi les défis, les problèmes ou les opportunités qui existent sur le monde que tu aimerais atteindre ou résoudre avec toutes tes connaissances? Ça te va? Parfait. OK, on fait ça après la pause. On revient tout de suite. À bientôt. Jean-Philippe Michel, à Ta carrière, ton histoire, avec Joël Laure. Joël, on parle de programmation. Là, on parle de défis, problèmes et opportunités. J'aimerais te montrer les cartes défis. Oui. Puis, si tu peux prendre un instant pour regarder les défis puis me dire quels défis sont soit les plus intéressants, les plus motivants ou les plus importants pour toi. Puis ensuite, je pense que tu vas être capable de faire un lien entre la programmation puis pourquoi tu as choisi le défi. Ça marche? Parfait. OK. Pendant que Joël travaille, je vais vous dire, les cartes défis sont 25 problèmes, défis et opportunités qui existent sur le monde du travail. Puis, c'est un jeu de cartes qui est utilisé dans les écoles secondaires, dans les collèges, dans les universités, pour aider à préparer les étudiants à comprendre le monde du travail, puis à faire des choix concrets sur comment ils veulent contribuer au monde du travail. On oublie les titres, les postes, puis on pense aux plus grands problèmes qui existent dans le monde, sur quels problèmes les organisations travaillent, puis comment on peut avoir un impact. Donc, je vois que Joël a déjà fait 2 choix. Joël, tu as choisi numéro 1, améliorer la santé mentale. Pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là? Je pense qu'on néglige souvent quelque chose. Lorsqu'on travaille, on a beaucoup d'overtime, puis de deadline, puis de toutes sortes de choses, puis il faut aller vite, vite, vite. Puis souvent, on oublie de faire attention aux gens, puis ça cause toutes sortes de choses, toutes sortes des burn-out ou toutes sortes de maladies qui pourraient arriver ou des maladies mentales qui pourraient avoir chez des gens. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, qu'il faut garder en tête de plus en plus dans les métiers de l'avenir aussi. Je pense aussi qu'il y a toutes sortes de façons, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qu'on est capable de développer comme logiciel, on est capable de tracker nos habitudes, on est capable de faire toutes sortes de choses avec nos téléphones intelligents, d'apprendre à mieux se connaître, puis d'apprendre à savoir quand est-ce qu'on est un peu trop stressé. Puis là, on est capable de développer des logiciels pour aider les gens à mieux se comprendre puis à mieux se connaître. Est-ce qu'il y aurait peut-être des jeunes à la maison qui regardent le show et disent « Ah, moi, j'aimerais ça, développer un logiciel qui aide les gens à mieux se comprendre, à mieux capter ces données-là. » Est-ce que ce serait une bonne avenue pour eux à explorer en termes de possibilités de carrière? Définitivement. Définitivement. Comme je disais tantôt, tout ce qu'on apprend, en fait, ou peu importe ce qui nous allume, c'est quelque chose auquel on peut mettre de la programmation puis faire quelque chose avec, d'en faire un outil. Moi, je parlais d'astrophysique. Comment on fait pour mettre l'informatique là-dedans? On fait des simulations. Lorsqu'on parle justement de psychologie ou de santé mentale, comment on peut aider avec ça? En développant des logiciels qui peuvent permettre ça. OK. Moi, j'aime ça, cette espèce de phrase-là. Tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous allume, on peut créer un logiciel pour faire une contribution. Absolument. Il suffit d'avoir la bonne idée. Oui, il faut avoir la bonne idée. Mais ça, les jeunes ont des très bonnes idées. Donc ça j'en doute pas. Mais aujourd'hui, durant l'émission, tu présentes un outil pour eux de programmation comme une façon de contribuer à ce qui les allume. Oui, absolument. Ouais. C'est pas nécessairement, ça n'a pas besoin d'être la chose principale qu'on veut faire. Ça peut être souvent un outil qui va nous emmener quelque part d'autre. OK, intéressant. Comme deuxième carte, tu as choisi distribuer la richesse. Pourquoi celle-là? Beaucoup d'applications qu'on voit encore là, on parlait de beaucoup de coopération, de toutes sortes de choses dans la communauté des programmeurs, mais on voit aussi de plus en plus beaucoup d'applications qui servent à faire ça, qui servent à partager des choses. Ça s'en vient, on en voit de plus en plus. On a tous entendu parler de Uber, de Airbnb, des choses comme ça. Donc, ça permet un peu de partager. Puis, au lieu d'avoir un gros hôtel qui, lui, vend des chambres, alors que moi, ma chambre est vide pendant que je suis parti dans cet hôtel-là, je peux partager mes choses. Je peux dire, bien, je vais te partager ma chambre pendant que moi, je suis parti je vis chez toi, par exemple, parce que tu as une maison en France, par exemple. Ouais. Donc, on pourrait échanger nos maisons pendant ce temps-là. Donc, vraiment, de faire une espèce de partage entre toutes les ressources qui sont disponibles. Puis éventuellement, ça peut aider aussi à distribuer la richesse de façon plus générale puis plus globale aussi. Bravo.
OK. J'ai remarqué que tu n'as pas choisi une des 5 cartes en technologie qui sont en mauve, mais quand tu as vu les cartes de technologie, puis je sais que je t'ai juste donné un moment, quand tu vois ces cartes-là, est-ce que tu trouves que ce sont des défis qui sont importants pour le futur du monde du travail? Puis, en aurais-tu d'autres à ajouter qui ne sont peut-être pas reflétés dans les cartes? Oui, effectivement, c'est des choses qui sont importantes. C'est des choses auxquelles je travaille un peu à tous les jours avec. Déjà, Donc, j'ai peut-être moins pensé OK, tu les connais, ceux-là, oui. Donc, c'est peut-être pour ça que je les ai un peu évités, si on veut. Mais effectivement, c'est tous des défis d'aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il va y avoir des défis dans le futur. Puis il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, mais qui s'en viennent dans quelques années. Si on recule de 5 ans, on ne s'attendait pas à avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Si on recule de 10 ans, on ne s'attendait pas à avoir des smartphones ou des iPhones comme on a dans nos poches maintenant, que tout le monde a, qui a complètement révolutionné l'avenir. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans l'avenir, puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de faire partie de ce développement-là. C'est ça. Oui. Puis, il faut être flexible, il faut être prêt à adapter, il faut anticiper le changement. Ça, c'est un autre message clé qu'on partage à Ta carrière, ton histoire, que les jeunes vont avoir la chance de travailler sur plusieurs différents problèmes, défis et opportunités Absolument. sur la carrière. Tu es d'accord? Oh, oui, tout à fait. Super, je suis content qu'on ait aligné. Je sais que tu enseignes aussi à Algonquin. Oui. Je vais te poser une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimerais que tes étudiants à Algonquin savent avant leur première journée dans ta salle de classe? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, si tu avais c'était de la magie, là, tu pourrais les préparer d'une certaine façon, ça serait quoi le message ou le contenu que tu aimerais qu'ils savent avant de te voir? Une des choses qui est importante, je pense, puis qu'on oublie des fois, c'est que c'est pas important de faire le bon choix en sortant du secondaire, puis de décider qu'est-ce que vous allez être obligé de faire pour tout le restant de votre vie. Moi, j'ai changé quelques fois de branche, j'ai fait quelques petits zigzags, je suis parti j'ai été en restauration pendant quelques années, j'ai pris un petit break, je suis revenu. J'ai fait plusieurs choses avant de me rendre où je suis. Puis encore aujourd'hui, des fois, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire dans quelques années? C'est pas parce qu'en sortant du secondaire, vous avez passé une année dans un programme que vous êtes obligé de finir le programme et puis après ça, de faire une carrière dans ça. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est correct, puis c'est correct de changer. Est-ce que tu dis ça parce que soit les jeunes sont stressés ou soit tu vois des jeunes qui sont là qui ne devraient pas l'être? Qu'est-ce qui t'a amené à suggérer ça? Je vois un peu des deux. Je vois des jeunes qui sont stressés à faire un choix, puis qui le font parce que ils se sont fait dire qu'il y avait des jobs là-dedans. Donc ça, je le vois beaucoup. Des jeunes qui sont moins intéressés aussi des fois, qui vraiment ils le font parce que ils ont commencé et sont obligés de le finir. Ça, j'en vois de temps en temps. J'en ai beaucoup, beaucoup dans ma classe, malheureusement, qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font, par exemple. OK. Heureusement, oui. Ça, c'est le fun, oui. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les jeunes secondaires choisissent un programme d'études, mais n'ont pas nécessairement eu le temps ou l'expérience de faire une réflexion sur qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qui est disponible dans le monde du travail, de parler à des gens qui font le travail, d'essayer de faire le travail eux-mêmes. Donc, c'est très difficile, j'imagine, d'arriver dans ta salle de classe, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire tout de suite. Oui, effectivement. Je pense que c'est un des défis qu'on a. Oui. Donc, il faut des fois prendre un petit peu de temps pour y penser, d'apprendre à se connaître, de faire de la trouver recherche. qu'est-ce qu'on aime. Oui. Ouais. Merci d'être ici, Joël Laure. Merci, Maureen. J'ai vraiment aimé ça parler de programmation, puis merci de nous connecter programmation avec défis, problèmes et opportunités. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci, on se voit à la prochaine édition de Ta carrière, ton histoire. Merci beaucoup.